Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui, avant que se débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Très heureux aussi de vous retrouver pour une autre grande discussion pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une entrepreneur qui œuvre dans mon domaine. Alors, c'est super le fun. On se connaît déjà un petit peu. Depuis récemment, d'ailleurs, depuis à peine un an et demi, peut-être qu'on se connaît ou qu'on se côtoie. Mais ce que j'ai bien hâte de découvrir un matin, c'est son histoire entrepreneuriale. Je la connais en gros, dans le sens que je sais ce qui s'est passé dans sa vie, mais je ne sais pas par où elle est passée, comment elle a commencé, comment elle a débuté sa carrière entrepreneuriale. Alors, bref, je vais découvrir avec ça. Je vais découvrir avec vous tout ça dans un instant avec mon ami Annick Charbonneau. Bonjour Annick. Bonjour Serge, merci pour la belle invitation ce matin. Ça fait tellement plaisir, vraiment content parce qu'il y a, à chaque fois que ces entrevues-là me permettent d'aller fouiller un petit peu dans l'histoire de mes invités, ben, ça me permet, moi, de les connaître davantage. Puis je suis, un, curieux, mais deux, je suis tellement inspiré, moi, par les parcours des autres entrepreneurs. Alors, c'est toujours un moment très inspirant pour moi aussi. Alors, bien content de t'avoir avec nous ce matin. Bien super, moi aussi je suis inspirée par les autres histoires entrepreneuriales. Alors, je pense que d'avoir une espèce de collage inspirant, j'en profite également. Alors, All right, good. pour cette belle opportunité. Annick, comme je te disais il y a quelques secondes à peine avant qu'on débute l'entrevue, je te disais, je te pose rien, pas de questions. J'essaie même de pas trop te parler pour garder la connexion la plus authentique possible quand on l'enregistre. Alors, c'est pas formaté, il n'y a pas de questions prévues, mais c'est relativement simple. On fouille dans ton passé. Alors, on aimerait ça commencer par la jeune Annick. Toujours par là que je commence, là. Comment ça a commencé pour Annick Charbonneau, toute jeune? Est-ce que tu as étudié en administration? As-tu fait un bac en administration des affaires, en marketing, en finance? Bref, comment ça a commencé chez toi, là, très jeune, l'entrepreneuriat? Ben, écoute, je dis toujours que ma carrière au complet a démarré quand j'étais très jeune, en fait, à l'âge de 8 ans, quand je suis devenue nageuse synchronisée. J'ai Ah, un ouais. passé d'athlète d'élite. Je me suis rendue jusqu'à l'équipe nationale junior de nage synchronisée du Canada. Es-tu sérieuse? Oh my Oui, God, je savais pas ça pendant tout. ouais, médaillée d'argent de la America Cup, qui était l'équivalent des championnats mondiaux. Et puis ça a absolument forgé qui j'allais devenir comme employée et éventuellement comme entrepreneur. Euh, Dis-moi, avant que tu ailles plus loin, est-ce que tu nages encore? Est-ce que tu es encore dans l'eau régulièrement? Mais écoute, le moins possible, mais dans le sens que j'aime encore l'eau, bien sûr, ça va toujours demeurer mon élément naturel. Ma technique est encore là. Si je vais nager, je suis plus vite que tout le monde. Mais au bout de 10 ans, là, à être tous les jours dès 5 heures le matin dans une piscine, incluant le samedi, à un moment donné, on a envie de passer à d'autres choses. Alors, je suis Ouais. toujours active physiquement. Je fais du ski, je fais du vélo, je fais de la course à pied, je fais du tennis. Mais l'objectif de performance en sport, pour moi, je l'ai fait. Cette boîte-là est cochée dans ma vie. Alors, en ce moment, j'essaie plutôt de prendre le sport comme une source de plaisir et de bien-être, puis pas de compétition. Là. À quel âge tu avais quand tu as été médaillé d'argent? J'avais 17 ans OK. et Quand même, c'est toute ta jeunesse au complet qui a passé ça.
Complètement. Je veux dire, j'ai vu des fonds de piscine tu sais, pendant que mes amis à moi, ils sortaient dans les bars, puis il y avait du fun, puis ils découvraient d'autres choses. Ben moi, tu sais, je faisais des drills de flexibilité, de force, d'endurance, de respiration. Alors, quand je me suis retrouvée au cégep à l'âge de 17 ans, je revenais tout juste des championnats du monde avec l'anecdote que j'avais rencontré Bono puis Edge de U2 à l'aéroport. Ah, Je me retrouve au cégep Sainte-Foy, puis je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Et ça n'a pas été très long pour un peu juste passer le temps. Je suis allée participer à l'équipe de natation du cégep. J'étais super vite. Ils me voulaient sur toutes leurs relais, sur toutes leurs équipes. Puis j'ai décidé de partir aux États-Unis à l'âge de 19 ans. J'ai quitté tout ce que je connaissais, puis je suis partie faire mes études à Pepperdine University en Californie en commerce wow. international. Wow, wow. Et pourquoi cette université-là? Pourquoi la Californie? Pourquoi ce moment-là dans ta vie? C'est quand même tout un bold move que de 19 ans s'en aller s'exiler en Californie. Oui, effectivement. Ben justement, c'était loin, c'était ce qui était l'attrait aussi. Mais si tu fais un Google de Pepperdine University, tu vas comprendre que le campus, c'est un des plus beaux dans le monde. Aujourd'hui, Pepperdine, c'est une des top 50 universités aux États-Unis. C'est très, très, très difficile d'y accéder. Moi, j'ai été admise, j'avais une portion de bourse et puis je suis partie. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, dès que j'ai eu ma lettre d'acceptation, c'était go, on part à l'aventure. Donc, c'est 3 années que j'ai passées là à Los Angeles et puis encore là, des années hyper formatrices. Moi, je parlais anglais, hein, mais je parlais anglais comme une petite fille de Sainte-Foy. Ouais, c'est ça. Tu as dû apprendre rapidement, mais remarque, à ces âges-là, on apprend vite les langues. Écoute, il y a 2 choses que j'ai faites. Ben, d'abord, je suis allée, il y avait un programme d'aide pour les étudiants internationaux comme moi, dont la langue anglaise n'était pas la première langue. Donc, j'allais à ce labo-là à tous les jours. Puis je me souviens, ma première session, j'avais des B-, tu sais, c'était pas facile. Puis la deuxième session, ben, j'avais des B+. Puis après ça, ben, j'ai eu des A tout le temps parce que j'avais décidé que ça allait pas être une contrainte pour moi, l'anglais, que j'allais juste performer là-dedans, comme j'avais performé en enchaîne synchronisé. Puis à la fin, ben, j'ai été en capacité de graduer avec honors. Puis ça a fait en sorte aussi que je suis devenue parfaitement bilingue et ça allait me servir aussi dans ma carrière. Ouais, puis je te connaissais pas aussi performante, mais c'est clair que, tu sais, surtout là où tu sortais d'une série de 10 années de rigueur, d'entraînement, tout ça, c'est probablement ton réflexe naturel dans l'adversité de te camoufler, entre guillemets, dans la discipline, la rigueur, la persévérance, la performance. Alors, je suis pas étonné de savoir que tu es parti de B- à A et A+, un peu partout, puis les honneurs en sortant de là. Ça devait être tout à fait ta marque de commerce quand tu étais toute jeune, en tout cas. Alors, c'est probablement encore le cas, là, mais je ne connais pas toute l'histoire, là, fait que je me réserve d'autres surprises. Écoute, je pense tu viens d'identifier un fil conducteur dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que j'ai réussi tout le temps non plus. Non, 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 Euh, non. En fait, tu sais, puis c'est important que tu en parles parce que, tu sais, des fois, les gens disent, ah, tu sais, j'ai pas passé, mettons, j'ai pas gagné l'étoile d'or ou la médaille d'or, je veux dire, j'ai même pas été sur le podium. Ouais, mais ça veut pas dire que tu n'as pas gagné. Ça veut juste dire que dans le temps, dans l'espace-temps, à ce moment-là, de la compétition où toi, tu étais et tu étais une partie prenante, c'est pas toi qui a eu le meilleur temps ou la meilleure performance. Ça veut pas dire que le lendemain, ce serait pas toi ou la veille, ça n'aurait pas été toi parce que performance, c'est un moment dans le temps. C'est un moment précis dans le temps, le moment de la performance ou de la compétition où on te mesure. Mais je suis convaincu que quand tu te rends dans ce type de performance-là, c'est des cheveux qui font la différence entre le gagnant et le perdant ou le podium puis ceux qui n'y sont pas. Là. Tu as absolument raison. Puis, tu sais, il faut en avoir manqué beaucoup des podiums avant d'arriver sur ces marches-là. J'ai eu la chance récemment, puis là, on divague, là, mais j'ai eu la chance de lire la biographie de Roger Federer récemment. Puis ça a été long avant qu'il gagne ses premiers tournois. Il se fâchait, il mettait sa raquette dans le filet, il se fâchait après les arbitres. Il était vraiment un peu, comme on peut dire, un loose cannon jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décide de canaliser cette énergie-là. Puis ça a fonctionné pour lui, puis c'est devenu le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Alors, c'est un peu la même chose, je pense, dans le monde des athlètes en général, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis je fais vraiment un lien avec ça parce que être entrepreneur, c'est tough. Ça prend beaucoup de résilience, d'acharnement, de créativité aussi quand ça va moins bien.
Puis moi, c'est sûr qu'à terme, ce passé d'athlète-là m'aura servi justement dans mes années entrepreneuriales. Mais ce qui a été le fun, quand je suis revenue de Pepperdine University en 97, ma première job, c'était chez Matrox Graphics. Alors, j'ai commencé en technologie tout de suite. Ah oui, hein, puis avec une belle compagnie quand même, une compagnie qui à cette époque-là était le vent dans les voiles, c'était le fleuron québécois de la techno. Là. C'est quand même, ça va être le fun comme culture entrepreneuriale et comme culture organisationnelle aussi que de joindre une entreprise comme celle-là. Mais c'était super parce que ça me rappelait beaucoup mes années américaines. Tu sais, c'était un peu cet esprit-là de, tu sais, oui, on est une compagnie de Montréal, mais on a un des meilleurs produits sur le marché, puis on part à la conquête des marchés globaux. Alors ça me convenait tout à fait. Ce qui était moins facile chez Matrox à l'époque, c'est que c'était très demandant. Tu sais, on n'avait pas des gros salaires, on travaillait des heures de fou. Mais ça, pour moi, c'était rien de différent de ce que j'avais fait dans mon passé d'athlète. C'était de dire, bon, ben, on s'applique, on travaille fort, puis on performe là-dedans. Puis, ultimement, j'ai migré vers le pharma puis le biotech, simplement parce que la paye était meilleure. Puis là aussi, j'ai été performante. Je pense que ça fait partie de moi, là, quand je fais quelque chose, je le fais pour être la meilleure dans le monde. Ça ne veut pas dire que je vais être la meilleure dans le monde. Souvent, ça ne marche pas comme ça. Mais je le fais avec cette optique-là en tête. Alors Alors, donc ta carrière s'est poursuivie dans le clean tech puis dans le med tech, tu as dit, dans quoi d'autre? dans le biotech puis Biotech. biopharma. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu y faisais? Tu étais comme au développement des affaires? Tu étais en technologie? Parce que je présume que si tu as fait des formations en commerce, tu devais être pas loin de la gestion et ou du marketing et du développement des affaires. Oui, c'était ça. J'ai toujours fait du développement des affaires. J'ai travaillé quelques années pour Medicom, le grand groupe là, qui fait les masques jetables. Je gérais leur compte majeur aux États-Unis. Puis j'ai aussi travaillé pour une petite firme montréalaise qui a fait les premiers systèmes d'analyse d'images digitales. Ah Euh, oui. Eux avaient développé ça pour le marché minier puis métallurgique, puis ils m'avaient dit, ah ben toi, tu as une formation en biopharma, va donc nous ouvrir les États-Unis dans ce secteur-là. C'est drôle parce que, tu sais, je suis partie avec ma petite valise de démo, puis c'était l'époque où les groupes de recherche dans les biopharma avaient énormément de sous. C'était l'époque où le Viagra venait de commencer, puis je veux dire, ceux qui étaient chercheurs avaient énormément de pouvoir. Fait que moi, je te vendais ça comme des petits pains chauds, ces machines-là. Fait que je te dirais, à 25 ans, là, j'avais une belle vie. Je faisais mon gros salaire, je voyageais en première classe, puis je te vendais des systèmes d'analyse d'images digitales. Mais c'est là aussi que je me suis frottée à l'intelligence artificielle. Puis ça, on parle là, il y a 20 ans. Là. Ça m'a permis aussi de comprendre des technologies qui allaient devenir importantes et innovantes là, dans des années futures. Alors, comment s'est poursuivie ta carrière et surtout, comment tu as fini par avoir le désir d'être à ton compte et de partir de ton entreprise? Parce que ça va arriver, ça, dans ton histoire. Absolument. Ben, l'élément déclencheur, c'est que je suis partie vivre à San Francisco 1 an en 2003. Donc, après mes études à Pepperdine, je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé, puis après, je suis repartie à San Francisco. Et puis, c'est là que je me suis frottée à l'univers de Silicon Valley, des startups, du capital de risque. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'il y a une effervescence entrepreneuriale là. Puis ça m'était jamais venu en tête, hein, moi, de démarrer une entreprise. Puis peut-être que ça, comme femme, on a une espèce Le blocage. billet là, ou de plafond de verre où est-ce qu'on se dit, ben, tu sais, on peut devenir des bonnes gestionnaires, mais être entrepreneur, c'est jamais quelque chose qu'on nous a montré, nous, les femmes, en tout cas, certainement pas moi à mon époque, là, à devenir. Mais quand je suis allée à San Francisco, là, il y a comme une étincelle qui s'est passée dans ma tête. Il y a comme eu vraiment une prise de conscience de wow, mais au Québec, au Canada, tout est à faire. Et puis, tu sais, en 2003, là, c'était le début de PayPal, c'était le début d'Amazon, c'était le début de toutes toutes ces petites entreprises émergentes là, qui allaient devenir des Ouais. géants. Ah oui, il y avait pas d'iPhone encore, c'est BlackBerry qui dominait à ce temps-là, fait qu'on est loin, là, tu sais, puis c'est à peine même pas 20 ans, là. Ah oui. Exactement. C'est fou quand on. Mais tu sais, tout partait de là quand même. Et j'avais juste la chance, par un hasard professionnel, d'être dans le milieu de cet écosystème effervescent-là. Alors, je suis revenue au Québec en 2004 et on m'offrait des bonnes jobs, des gros salaires encore, mais je me suis dit, il y a quelque chose là que je dois explorer.
je veux partir ma business, je veux aider à digitaliser le Québec puis le Canada puis ça presse. Alors, en 2008-2009, j'ai démarré une des premières plateformes de commerce électronique au Canada. Faut savoir, à l'époque, Shopify n'existait pas, là, fait qu'il fallait tout coder. Lightspeed Retail n'existait pas non plus, alors il fallait tout coder. Fallait gérer le stock, fallait gérer... Écoute, c'était quand même ambitieux comme projet. Puis j'ai eu mon gros break parce que ça faisait 9 mois, je pense, que j'existais et j'ai réussi à décrocher un contrat avec la Coupe Rogers de tennis, qui est aujourd'hui l'Omnium Banque Nationale. Et puis, de produire finalement le fashion show avec les joueurs et les joueuses dedans. Puis ce fashion show-là, j'étais payée pour le faire, mais ensuite, j'avais les joueurs de l'ATP et de la WTA qui étaient un peu mes growth hackers. Alors, je m'étais retrouvée avec des 40 000 vues sur YouTube, puis ça a vraiment aidé ma compagnie à décoller de façon assez rapide avec une acquisition de nouveaux clients, finalement, qui ne me coûtait rien, puisque c'était les joueurs de l'ATP, la WTA, qui faisaient une grosse partie du travail pour moi. T'as-tu l'impression, puis on le répète souvent dans les entrevues chez Alias, mais que ça prend aussi un facteur chance, tu sais, j'entends ça, là, tu sais, j'ai eu du growth hacking, entre guillemets, en me collant à des grands noms connus internationalement, puis c'était pas nécessairement dans le plan d'affaires, ça n'a pas été écrit, ça, c'est comme une chance qui s'est produite, mais en même temps, il y a comme une certaine préparation à la chance. C'est quoi ton opinion, toi, sur la chance en affaires? Ça prend ça. Des fois, ça marche pas, hein? Des fois, ça marche pas aussi. Des fois, la chance n'est pas là au bon moment, puis ça fonctionne juste pas. Mais je pense qu'on peut préparer sa chance. Je pense que si on travaille fort, si on met les éléments en place, si on a le courage et l'audace de cogner aux portes, même quitte à se faire dire non 100 fois, peut-être que ça va être la 101e fois que la chance va être là puis que les étoiles seront alignées. Donc, ça prend la persévérance. Il faut avoir la volonté, puis comme je dis, le courage de le faire parce que c'est pas toujours facile de se faire dire non. Oui, puis le courage de la saisir, cette chance-là, des fois, on n'a pas toujours l'impression que c'est connecté avec ce qu'on fait vraiment, mais on sent deep inside, à l'intérieur, là, que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, un peu comme ton histoire là, de fashion show. Puis à travers cette aventure-là, oups, émerge un paquet d'opportunités que tu n'avais peut-être pas vues au départ, mais ton audace, le courage d'y aller, puis cette intuition qui dit go, 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 vas-y, vas-y. Ben ça, c'est ce mélange, je dirais, d'actions-là finissent par te mettre à la bonne place en dessous de la douche. Tu sais, là, c'est comme l'eau, elle coule, là, puis tu es à côté de la douche, puis on dirait que quand tu te mets à suivre les bonnes indications, boum, tu te ramasses en dessous de la douche. Ça ne veut pas dire que tu vas ramasser toute l'eau qui coule de la douche, mais tu vas peut-être avoir ta chance d'en prendre une gorgée ou 12. C'est comme ça que je vois ça. Tu sais, une entreprise que j'admire beaucoup, c'est Airbnb. Puis quand tu vois leur traction, les 2 premières années, là, leur traction était complètement flat. Puis à un moment donné, ça a pris qu'ils commencent à prendre des bonnes photos dans les appartements à New York pour que la traction commence à faire ça. Je veux dire, tu sais, c'était quoi les chances que ça arrive? Ben, c'est arrivé, mais ça a pris 2 ans là, d'avoir à peu près rien en termes de mouvement et de listing sur Il n'y a pas Airbnb. grand-chose 2 ans là, sur l'histoire d'une vie d'une business comme Airbnb ou comme Facebook et ces autres grands titans du commerce. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que quand tu penses à Airbnb, tu regardes leur histoire du début aussi, c'est quel plan d'affaires à chier. Là, nous autres, on va louer des lits gonflables dans des appartements. Là, c'est quasiment, on va faire du couch potato, là, pas du couch potato, mais du couch surfing. Là, il y avait même une expression, là, je vais aller prendre ton divan dans ton salon dormir, puis je vais te donner 50 pièces. Mais c'était un peu ça. C'est des idées quelque part farfelues, mais en même temps qui étaient tellement révolutionnaires. Cette idée de dire pourquoi pas on va louer ma chambre à la maison, on va louer le sous-sol, puis ça va nous faire du revenu. 2, ça va permettre à des gens de vivre une autre expérience. C'était complètement fou et complètement nouveau, mais c'est parti d'une idée relativement ridicule. Moi, je suis parti en affaires, pour que tu le saches, en passant, presque avec le même genre d'idée. Là. J'avais 22 ans, je parlais avec un de mes chums, je disais, hey, écoute, ils se vendent du software big time partout. Pourquoi on ne partirait pas une compagnie et on ne vendrait pas juste du software? Là, en 87, là, du software, c'est comme quelque chose de très abstrait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Là, puis nous, on s'est dit, hey, ça va être ça notre business. On va vendre juste du software. Puis finalement, c'était un coup de chance. Là. On est parti avec
C'était de la vision aussi, je pense, de vendre du software. Quand ça commençait, je pense qu'il y avait une grosse dose de vision là-dedans aussi. Oh ouais, puis un bon paquet de chance aussi, mais surtout de l'exécution. Je ne veux pas trop mettre de temps sur la chance, mais j'aime rappeler aux entrepreneurs qu'on fait sa chance quand on se met dans l'action. On fait sa chance quand on se met dans l'action intelligente aussi. Là. Évidemment, tu peux acheter des billets de loterie, puis c'est faire sa chance. Hein. Tu as acheté le billet, puis tu gagnes le million, mais tu as une chance sur 75 milliards, entre guillemets. Tu n'en as pas beaucoup de chance. Mais quand tu développes ton talent, quand tu développes ta vision, comme tu dis, puis tu te mets dans l'action, dans une direction précise, bien, c'est drôle, la chance, elle se manifeste plus souvent. J'en parlerai plus trop, j'en parlerai plus de la chance. Alors, donc, tu as ce besoin de partir un business, puis là, ça va super bien. En partant, tu as toute une visibilité dans le marché, tu as des nouveaux clients. Et tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu offres à ta clientèle à ce moment-là? Donc, à l'époque, il y avait une carence dans l'achat local. Alors, j'étais une des premières instigatrices de l'achat local. J'avais décidé de vendre des designers canadiens haut de gamme. Puis, tu sais, j'avais des belles marques là, comme Rue de Sac, comme les bijoux de Marie Chagnon, comme toutes sortes de marques canadiennes intéressantes. Et c'est ça que je vendais. Alors, c'était ça l'angle intéressant, c'est que j'avais non seulement un site web transactionnel, il y en avait très peu à l'époque, mais en plus, c'était des designers locaux. Puis moi, ce que ça me permettait en termes de sourcing, c'est que vu que c'était proche, c'est beaucoup plus facile de faire des achats, des retours, etc. Donc, j'avais une super belle base canadienne de clientèle. J'avais une belle base américaine aussi. Comment s'appelait l'entreprise dans ce temps-là? Ça s'appelait chicane.com. Chic pour Chicane? Chic Canada. Okay. Ouais. Et pour la courbe dans les courses de Formule 1. Donc, j'ai opéré ça 5 ans. Vers la fin, j'étais en discussion avec le groupe Beyond the Rack pour une acquisition potentielle. J'avais rencontré Jonas Stern 3 fois. Il y avait de l'intérêt parce que lui, moi, je lui envoyais l'infrastructure, tu sais. Ben ouais. Puis moi, j'avais des marges qui étaient intéressantes. Puis j'avais un produit purely canadien qui était aussi intéressant, certainement pour le marché nord-américain. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au capital de risque parce que je me disais, comment ça, eux autres sont capables de grossir aussi vite? Puis ils achètent des usines, puis tu sais, ils montent des infrastructures incroyables. Je dis, moi, ça va être long avant que j'arrive là, tu sais. C'est là que j'ai compris que Beyond the Rack avait été financé, je pense à l'époque, c'était par Real Ventures, Innovia et d'autres. Là. Puis j'avais dit, ben écoute, comment je fais, moi, pour faire ça? Juste te dire à quel point que j'étais, on peut dire, un mot anglophone green, là, ou très... naïve ou débutante. Naïve, et j'avais le pouce très vert, mettons, là. Comme je ne connaissais pas personne dans l'écosystème, je ne savais pas comment avoir les meetings, j'ai envoyé des cupcakes à Noël à tous ceux que je voulais rencontrer. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers meetings avec John Stokes chez Real Ventures, puis avec David No, qui était à l'époque chez Innovia. Il n'y avait comme pas le choix de me donner le meeting. J'avais envoyé des cupcakes. Puis là, aujourd'hui, je dis à tous les entrepreneurs, là, envoyez-nous pas des cupcakes à Noël. Là, je l'ai déjà fait. C'est ça a déjà été fait. Mais ça avait fonctionné pour moi. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Mais rapidement, je me souviens, j'étais à un Test Your Pitch chez Ange Québec. Puis j'étais rentrée dans la salle, puis on m'avait demandé qu'est-ce qui arrive si tu meurs. Je dis, comment qu'est-ce qui arrive si je meurs? T'es une solo founder, et où ton équipe? Fait comme, OK. C'est là que j'avais réalisé que si je voulais croître à une vitesse plus rapide avec du capital de risque, j'avais peut-être pas tout à fait le bon modèle d'affaires. Tu sais. Ça a été des leçons extraordinaires parce qu'éventuellement, j'aurais une deuxième business où est-ce que là, je me suis armée comme il faut pour pouvoir avoir un projet et surtout une équipe qui allait faire en sorte qu'on allait être capable justement de croître rapidement et de conquérir des marchés globaux. Ah, c'est cool. Je vais t'ouvrir une petite anecdote. Tu parles de cupcake. Ça me rappelle une anecdote personnelle aussi. À l'époque, je sollicitais. Moi, je vendais du software, comme je te disais tantôt, puis je vendais ça aux grandes entreprises. C'était pas toujours facile, surtout dans ce temps-là. Je n'existais pas. Puis il y avait juste des 2-3 noms qui faisaient ça. Bref, j'essayais de rentrer chez Aluminerie de Bécancour dans ce temps-là, ABI, que ça s'appelait. Puis je laissais des messages, parce que tout se passait au téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Je laissais des messages au monsieur, puis ça ne marchait pas. Il ne voulait pas me rencontrer, il ne voulait pas me rappeler. Alors, à un moment donné, je l'ai au téléphone, puis là, je dis, écoute,
on pourrait se voir, tu sais, juste 15 minutes. Ah, j'ai vraiment pas le temps. Je dis, ouais, mais tu dois bien prendre une pause l'après-midi. Oui, mais je n'ai pas le temps de prendre 15 minutes pendant ma pause. C'est ma pause. Tu sais, bon, ben, tu dois luncher. Je pourrais t'amener luncher. Ah, non, non, moi, je lunch ici au travail. Comme ça, je peux contrôler mon temps. Tout ça. Je dis, bon, ben, tu dois déjeuner, tu sais. Ah, non, non, je déjeune pas le matin. Je me lève, puis je prends un café, je vais travailler. Je dis, ben voyons, non, le déjeuner, c'est le meilleur repas du matin, de la journée, c'est le plus important. Non, non, dis-moi, je n'ai jamais déjeuné. Je n'ai pas le temps de déjeuner. Bon, ben j'écoute, en tout cas, je ne sais pas trop comment j'ai conclu l'appel. Par raccrochant, je dis, c'est-tu plate? Il ne veut vraiment pas me voir. Puis là, il me passe une idée par la tête. Je m'en vais. Dans ce temps-là, il y avait des dépanneurs de la maisonnée. Ils faisaient des muffins frais le matin. Ça sentait super bon. Je suis allé de l'autre bord. J'ai acheté un muffin, un yogourt, puis un jus d'orange. J'ai empaqueté ça dans une boîte avec des peanuts, là, de shipping, toute l'équipe. Puis j'ai envoyé ça par Purolator 9 a.m. Donc, ça voulait dire que ça va être shippé avant 9 h le lendemain matin. Puis j'ai écrit dessus, le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. Serge. Wow. C'est tout ce que j'ai fait. Puis il m'a rappelé à 9h30, il m'a dit, hey, t'es un malade. Puis avec cette anecdote-là, bien évidemment, je suis devenu un très bon ami avec lui. Puis c'est devenu un très bon client aussi par la suite. Alors, des fois, il faut oser aller dans des chemins non parcourus pour attirer l'attention, puis finalement créer le contact qui te permet de développer ta business. Écoute, j'espère juste qu'on ne créera pas un mouvement muffin et cupcakes. C'est ça. On va se mettre à recevoir des cupcakes et des muffins à Noël. Écoute, la suite maintenant. Donc, cette première business-là, tu dis, tu l'as donc abandonné, vendu. Qu'est-ce que tu as fait avec la chicane pour ensuite démarrer une autre business qui était plus, je dirais, VC financeable? Oui, fait que cette business-là était profitable. Donc, j'aurais pu la rouler puis faire un lifestyle business pendant longtemps. C'est sûr que l'acquisition de Beyond the Rack m'aurait amené ailleurs si elle avait fonctionné. Et on sait ce qui est arrivé ultimement à Beyond the Rack. Je te dirais, mes derniers meetings avec Yona Stern, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, là. Alors, ce projet-là n'a pas fonctionné. Puis après, écoute, j'ai parlé à même des VC en Californie puis à Silicon Valley qui me disaient, écoute, le e-commerce en ce moment, c'est plus hot. Il y a beaucoup de firmes de capital de risque qui se sont un peu, cassés les dents là-dessus. Puis il m'a carrément dit, à moins que tu veuilles rouler vraiment une business lifestyle, il m'a dit, je te suggère de faire autre chose de ta vie. Fait que c'était dur à encaisser. Puis après ça, c'était un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars à nouveau? Est-ce que je le ferme? Est-ce que j'essaye de vendre ça, mais en sachant que, tu sais... Puis j'ai décidé de fermer. J'ai décidé de fermer à l'époque. C'était la bonne décision aujourd'hui, mais c'était pas une décision facile, là. Ça a été, tu sais, quand on parle d'échec, là, pour moi, je l'ai vécu certainement comme un échec, même si tu sais, aujourd'hui, je me dis, ça aura pavé ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais ça a aussi laissé la place à ma deuxième business, Soul City, qui a été un petit peu mon phare là, dans le brouillard pendant les 5 prochaines années. Tu as quel âge dans ce temps-là, Annick? Soul City, donc c'est ta deuxième projet. Tu as quand même 5 ans d'expérience en affaires. T'as quel âge, là? Juste qu'on se situe dans le temps. En fait, j'ai plus que ça parce que j'ai travaillé une quinzaine d'années aux États-Unis avant, là, dans différents postes. Alors, je parle en business proprement dit, là, comme entrepreneur, ça fait à peu près 5 ans, c'est ça? Oui, exactement. Fait que je pense que rendu là, je suis rendue dans ma trentaine, tu sais, autour de 35 ans probablement. OK, mi-trentaine, OK. Oui, mi-trentaine, exactement. Donc là, il t'arrive un deuxième éclair de génie. Comment ça arrive dans ton esprit, ce Soul City? Ben ça, c'est arrivé avec la rencontre de mon CTO à l'époque de chicane.com qui, lui, avait 13 programmeurs en Gaspésie. Puis il m'appelle pour me dire, écoute, je m'en vais à Strasbourg, là, j'ai mon partner là-bas, je m'en vais ouvrir une filiale de Jellyfish là-bas. Il dit, mais on pense démarrer une application là, qu'on va vendre aux villes parce que, tu sais, les villes sont pas très digitalisées, etc. Puis j'ai dit, écoute, Stéphane, j'ai dit, ton idée est incroyable, mais j'ai dit, tu sais, vendre aux villes, c'est un long sales cycle, ça risque d'être pénible. Je dis, pourquoi tu fais pas l'app vu que tu as les capacités de programmation? Je mets là sur l'App Store, puis va lever du capital de risque, puis pars avec ça. Fait que on est à Rosemère dans un restaurant de déjeuner, justement, puis Stéphane, il me dit, OK, il dit, je pars à Strasbourg vendredi, viens-tu? J'étais assez intriguée que j'ai dit, OK. Fait que le vendredi suivant, j'étais dans un avion pour Strasbourg, dans un Airbnb avec 2 gars que je connaissais à peine. C'est ça, le DAS, on en parlait tantôt, saisir sa chance, être dans l'action. Alors, tu te ramasses à Strasbourg avec 2 inconnus ou à peu près, à aller pitcher, en fait. C'est à peu près ça que je comprends, là.
Ben, en fait, c'est plutôt, une rencontre de travail pour décider, OK, quelle forme est-ce que ça allait prendre ce projet-là? Puis est-ce qu'il y avait vraiment un marché? Puis à l'époque, on avait, la chance de compter dans les, bureaux, de mon partner qui avait ouvert sa filiale là-bas, le grand Gilles Auberger, un ex de Publicis, qu'on a demandé de venir un peu juste, faire du brainstorm avec nous. Puis, lui, il a vu l'idée, géniale tout de suite. Il a dit: «C'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Le marché du tourisme n'est pas digitalisé encore. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça.» Donc, on a décidé de l'appeler Soul City, puis on a décidé de partir cette application-là, qui était une application de découverte des villes selon son humeur du moment et le temps dont on disposait. Donc, par exemple, tu arrivais à Paris, toi, Serge, tu te loguais sur Soul City, on te demandait dans quel mode es-tu, aventurier, foodie, tu es avec les enfants, romantique. On te demandait, as-tu 2, 4 ou 6 heures devant toi? Et là, on avait un algorithme qui faisait un itinéraire personnalisé basé sur les choix que tu avais faits. Ah, wow, c'est cool. Et le contenu était super parce que le contenu était créé par des blogueurs et des influenceurs. Donc, c'était pas un algorithme créé par, juste un open source ou un crowdsourcing. Ouais, C'était ouais. vraiment un algorithme qui était léché, qui avait du temps, puis de l'énergie, puis de l'amour dedans, là, tu sais. On a eu des collaborateurs fantastiques comme Marjorie Parent, là, qui a écrit 300 raisons d'aimer New York ou San Francisco ou Paris. Alors voilà. Puis c'était quoi le modèle de revenu derrière l'idée? Parce que c'est une idée super excitante. Là, quand tu y penses, c'est comme, wow, c'est vrai que ça adresse un vrai besoin. Là. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as les enfants, c'est pas pareil que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as 32 ans, tu es célibataire, puis tu veux avoir du fun, faire la fête et tout. Là, c'est pas en tout le même mood, fait que c'est pas le même itinéraire, pas la même expérience que tu auras dans la ville. Alors, je trouve que c'est une très, très bonne idée, mais le modèle de revenu derrière ça, c'était quoi? Bien, c'est ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que les gens utilisaient l'appli dans leur propre ville. Au départ, on l'avait fait pour le marché du tourisme. On s'était dit, on va l'offrir en freemium pendant un petit bout, puis après ça, on va commencer à charger les gens un peu comme, l'achat d'un guide, finalement. Ce qu'on s'est rendu compte, à partir du moment où est-ce qu'il y avait des gens qui l'utilisaient dans leur propre ville, bien là, ça ouvrait toute la possibilité de dire, OK, en ce moment, je sais qu'il y a 10 000 personnes qui se promènent à Paris ou à Montréal ou à San Francisco qui sont dans le mood romantique. Qu'est-ce que ça vaut, ça, mettons, pour une marque comme Godiva? Par exemple, le chocolatier ou pour Lindt, par exemple. Tu sais. C'est là qu'on a commencé à approcher des entreprises, des agences de publicité aussi pour dire, écoutez, nous, on a un super contenu. Avez-vous des brands associés à ça? Puis un de nos premiers partenariats, ça a été avec Prével. Il faut savoir que je pense que c'est 75% de la décision d'achat d'un condo est basée sur le quartier. Alors, nous, ce qu'on offrait, surtout que c'était souvent des jeunes acheteurs, on achetait une expérience augmentée du quartier, de découverte du quartier. Puis le dernier point d'intérêt, c'était la terrasse du Launay-sur-Ville. Vous êtes maintenant chez vous. Alors, puis on a eu aussi des partenariats avec la ville de Strasbourg pour le marché de Noël, justement pour diriger les gens hors du centre, purement pour des raisons de sécurité. On a eu un partenariat avec la ville de Montréal, avec la Fondation Jean Lapointe, j'en passe. Alors, soudainement, nos parcours enrichis étaient capables d'attirer des grandes marques. Alors, notre modèle d'affaires était là. Donc, le modèle d'affaires, d'où tu vois le vrai pot of gold se trouvait plus dans la commandite que dans les freemiums puis les modèles payants d'abonnement, de genre. Absolument, puis c'est des commandites qui valaient cher parce qu'on est en capacité de géolocaliser nos Ben oui. utilisateurs. À l'époque, ça commençait, là, on était dans les premières applications québécoises à se conformer au RGPD, là, le fameux GDPR pour la protection des données personnelles, parce que comme on avait des utilisateurs en France, ben, il fallait faire. Fait que, c'était un temps très, très, très excitant. On a eu une belle croissance. On était déployés sur une dizaine de villes à l'échelle de la planète. Puis on a même fait un parcours qui a eu une certaine visibilité médiatique. On était présent sur la Lune, Sur mais la sans Lune. face. On avait fait un parcours lunaire. Où est-ce que tu fais diriger d'un endroit à l'autre virtuellement? Là? Ouais. C'est très drôle, ça. Mais c'est Ouais. quand même le fun parce que quand tu regardes l'histoire que tu nous racontes sur Soul City, ça commence avec une idée un peu farfelue, improvisée. On s'en va à Strasbourg, on développe l'idée, on la valide avec des gens. Oui, oui, il y a de quoi là-dedans. On ne sait pas encore quoi, mais il y a quelque chose là-dedans. On développe l'application avec un modèle de revenu à l'époque qui était le bon, qui était du freemium, puis après, on va passer en modèle payant. Ça ne donne probablement pas les résultats escomptés en termes de volume, mais à travers ça, on se rend compte qu'il y a une petite mine d'or du data
sur les gens. Hein. Les gens se promènent, on ramasse du data. Et évidemment, dans le respect de l'anonymité de cette information-là, se pointe un nouveau modèle d'affaires qui est vendre la commandite, vendre des commanditaires qui sont intéressés à contacter ces gens-là dans l'espace et dans le temps. Et boum, ça explose. On a trouvé le pot of gold. Moi, je trouve ça fascinant, ces histoires-là, parce que quand on les regarde de l'extérieur, on a toujours l'impression que le chemin était tracé d'avance. Tu sais, quand on parlait d'Airbnb tantôt, de l'extérieur, on disait, hey, c'était des brillants, il y avait toute la vision. Puis tout. Non, non, non. Ils sont partis avec une idée un peu farfelue, puis c'est dans l'idée, dans le développement, qui se pointent des nouvelles opportunités. Puis j'ai l'impression que ça ressemble pas mal souvent à ça, le business. Tu trouves pas? Bien, souvent, quand tu regardes des succès comme Hopper, là, Hopper, c'était un pivot, là, je veux dire, tu sais, c'était un hasard, le fameux, tu sais, 5 qui chargeait aux gens pour trouver le meilleur vol d'avion possible. Je pense que c'était une affaire qu'ils avaient faite on the side pour s'amuser, puis finalement, c'est devenu leur modèle d'affaires qui a éventuellement migré vers, tu sais, les produits d'assurance. Fait que puis, je veux dire, Hopper, c'est un super beau succès québécois qui a pivoté à plusieurs reprises. Alors, oui, je pense que c'est normal qu'il y ait des pivots. Ça prend aussi des investisseurs, puis si on pourrait en parler, tu me diras si tu es d'accord avec moi, ça prend aussi des investisseurs qui sont capables de gérer un peu cette patience-là que ça prend de dire possiblement que l'entrepreneur ne trouvera pas son X jour 1, il va le trouver peut-être plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'il ne créera pas de la valeur ce faisant. Là. Ouais, puis c'est un bon point, ça, parce que tu vois, ça nous ramène à notre métier, puis on va y revenir tout de suite, si tu me permets, on va faire Bien un sûr. saut dans le temps, mais ça vient renforcer énormément le principe de base qu'on investit d'abord dans les équipes. Tu sais, tu disais tantôt, on Oui. n'investit pas dans une personne, mais dans l'équipe qui accompagne cette personne-là. Mais si on est d'accord sur le principe que ça risque de pivoter plus qu'une fois, ça veut donc dire que le plan d'affaires dans lequel on investit peut-être être complètement jeté dans les vidanges, je peux recommencer avec un autre plan, tu sais. Et on va toucher le succès un jour parce que l'équipe était la bonne, puis elle avait la capacité de s'adapter, puis de pivoter. Et c'est ça le point le plus difficile, c'est de trouver ces éléments-là. Parce que tout le monde prétend être capable de s'adapter, tout le monde prétend être capable de pivoter, mais dans la réalité, il faut les trouver, ces gens-là. Puis c'est ça le grand secret, je te dirais, de beaucoup, beaucoup d'histoires à succès. Absolument. Ça prend de la résilience. Tu sais, quand on me demande souvent qu'est-ce que tu cherches en premier dans une équipe d'entrepreneurs, puis là, c'est un mot anglophone qui me vient en tête, là, mais c'est le mot grit. Tu sais, c'est le Ouais. mot là, résilience, la capacité là, de OK, on est capable de traverser la tempête. Il va y en avoir des tempêtes là, en entrepreneuriat, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Alors, est-ce qu'on est armé, est-ce qu'on est équipé pour passer à travers la Ouais. tempête? The grit, moi j'essaie de traduire ça en français. C'est pas bien beau, là, mais ça ressemble plutôt à la hargne de gagner. Tu sais, là, la violence intérieure de gagner, la faim, l'appétit pour gagner. On dit le couteau entre les dents souvent, là, mais c'est ça, de Ça, grit. c'est un bon terme. Je pense que je vais utiliser ça. Le couteau entre les dents, je pense que c'est exactement ça. C'est ça qu'on a besoin de voir chez nos entrepreneurs. Ils vont passer à travers les tempêtes si on le couteau entre les dents. Puis tu es probablement aussi d'accord avec moi que le couteau entre les dents, c'est pas celui de dire je vais faire de l'argent puis je vais être riche. Le couteau entre les dents, c'est je vais bâtir une business. Tu sais. Et ça, c'est, en tout cas, moi, je le vois souvent, capital de risque maintenant. Tu sais, je vois les entrepreneurs qui viennent me jaser, puis quand je leur demande c'est quoi leur grand rêve et tout, là, évidemment, ils me disent rarement ah, je vais être multimilliardaire, puis je veux être le prochain Elon Musk. Là. Mais tu l'entends dans le discours. Tu entends dans le discours qu'est-ce qui les motive vraiment. Puis quand la motivation, c'est de faire de l'argent rapidement, moi, ça me refroidit beaucoup parce que ce que je veux voir, c'est un bâtisseur. Je veux voir un Frédéric Lalonde de Hopper. Je veux voir un Louis Tétu de Coveo. Je veux voir un Alain Bouchard de Couche-Tard. Des gens qui, dans certains cas, ils ont déjà de l'argent. Les trois, je viens de te nommer, là, ils sont pas mal riches. Là. Puis ils continuent de bâtir encore. Ils veulent bâtir. Ils ne veulent pas faire plus d'argent. Ils veulent bâtir. Et ils sont conscients, parce qu'ils sont intelligents, que l'argent, c'est la conséquence de leur travail. Mais d'abord et avant tout, ils veulent bâtir. Puis ça, c'est l'ingrédient, en tout cas, que si vous devez retenir de quoi ce matin de notre conversation, c'est définitivement celui-là, le grit, le couteau entre les dents pour bâtir quelque chose et réussir quelque chose. Absolument. Puis, il y a une farce que j'ai déjà vue passer sur Internet sur Elon Musk, justement, qui disait, je ne sais pas, il a peut-être fait une couple de centaines de millions avec PayPal à l'époque. Puis, mettons qu'il a fait 200 millions, ben là-dedans, il y a 300. 300. Bon, OK. Fait qu'il a mis 150 millions dans Tesla, il a mis 150 millions dans SpaceX, puis après ça, ben, il empruntait 20 000 $ par mois pour se loger puis nourrir. Je veux dire, les grands bâtisseurs, ils vont toujours avoir envie, justement, de bâtir autre chose. Puis,
l'argent, c'est comme, en tout cas certainement pour moi, c'est vraiment juste un moyen d'y arriver. C'est un moyen important. C'est pour ça aussi que chez Axelia, on veut financer les femmes entrepreneurs parce que si t'as pas le capital, tu ne pourras pas te battre contre des géants sur des marchés globaux. Mais pour moi, c'est vraiment un outil pour arriver et non pas une fin en soi. C'est cool que tu dises ça. Je partage les mêmes valeurs. On va revenir à Axelia dans 2 minutes. Je veux finir l'histoire de Soul City. Donc, Oui. Soul City, ça part, ça décolle. Je présume que ça décolle très, très bien, cette affaire-là. Et qu'arrive-t-il ensuite? Bien, ensuite, on est d'abord financé par Ange Québec, qui aurait Quelle été belle organisation, hein? vraiment. Non, mais je le dis de tout cœur, là, ça aurait été vraiment une très, 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 très belle école d'apprentissage pour moi. C'est sûr que je suis devenue une meilleure entrepreneur en passant par l'école d'Ange Québec. Alors, là-dessus, oui. On a eu aussi des investisseurs français qui se sont joints au capital et c'est là que ça s'est corsé un peu. Parfois, on pense qu'on parle la même langue, mais la culture d'entreprise, la culture de comment les choses sont faites est vraiment, vraiment, vraiment différente. Puis en 2018, Société a gagné un prix important là, aux entretiens Jacques Cartier de start-up franco-québécoise de l'année. On avait vraiment le vent dans les voiles. Puis en même temps, c'est là que je commençais à vivre des difficultés avec nos investisseurs. Puis tu sais, souvent, je dis aux entrepreneurs, là, choisissez les investisseurs qui collent bien à vos valeurs, à vous. Parce que c'est facile de juste prendre l'argent parce qu'il est disponible, parce qu'on a quelqu'un qui est excité d'investir dans notre business, mais s'il ne comprend pas nos valeurs, puis qui on est, puis vers où on veut s'en aller, plus tard, ça peut être une source de grande tristesse. Puis moi, ça a été tout simplement que mes valeurs n'étaient pas alignées avec celles de mes investisseurs d'outre-mer. J'ai un choix vraiment déchirant à faire. Est-ce que je reste là en sachant que ça ne sera pas la business que je veux que ça soit ou est-ce que je m'en vais puis je fais autre chose? Puis, tu sais, on parle d'échec, là. Je dirais mon plus gros échec en carrière, ça a été celui-là parce que justement, la business allait bien. Tu sais, quand la business va pas bien puis que, tu sais, les choses, Ah faut que ouais. tu dises, bon, ben, on fold. Mais là c'était vraiment, vraiment juste un alignement de valeurs. Puis, tu sais, c'est drôle aussi, on parlait de chance, on parlait d'exécution, mais j'ai décidé de quitter cette entreprise-là en 2019 dans des conditions favorables, là, parce que l'entreprise allait bien quand même à l'époque, elle avait de l'attraction. C'était juste avant la pandémie. Quel timing, hein? Quel timing! Puis l'autre chose que ça a fait, c'est que ça m'a libérée pour pouvoir créer avec Christine Beaubien Axelia Capital. Si j'étais demeurée CEO de cette entreprise-là, moi, j'aurais certainement jamais fait Axelia. Alors, c'est drôle comment que les choses arrivent. J'ai pris la décision en 2019 à contre-cœur de quitter cette entreprise-là. J'ai fait des termes de séparation avec les investisseurs. Puis malheureusement, cette business-là, 2 ans plus tard, elle est fermée parce que le contexte pandémique avait été trop difficile. Mais moi, ça m'a libérée. C'est extraordinaire, le timing encore et des fois l'intuition, on en parlait tantôt, hein, il faut aussi suivre cette petite voix intérieure. Dis-moi, Annick, je peux te poser une question indiscrète, mais quel était ce conflit de valeurs entre l'investisseur et toi qui te rendait si malheureuse? C'était juste une gestion de conflit d'intérêts. C'est que je pense qu'au Québec, là-dessus, on est très, très, très ouvert sur la transparence. C'est important de l'être. Puis il y avait juste, il y avait vraiment une dichotomie, là, une différence de vue sur la nature de conflit d'intérêts avec certains cofondateurs. Moi, je n'étais pas d'accord. Puis, je veux dire, à partir du moment où est-ce que mes investisseurs sont sur mon board, me disent, ben écoute, il n'y a pas de conflit d'intérêt, continue comme ça. Puis moi, je fais comme, non, ça ne peut pas fonctionner. Ben, tu sais, c'était rendu là, c'est qu'il aurait fallu que je trahisse tellement une grosse partie de qui j'étais, puis de mon authenticité, puis de mon désir de transparence que je me voyais juste pas continuer. Là. Tu sais, il fallait quand même que ça soit, tu sais, je n'irai pas dans les détails, mais il fallait quand même que ça soit grave pour que j'accepte ou que j'aie le désir de quitter cette entreprise-là à ce moment-là. Là. Alors, je Mais comprends. c'était absolument la bonne décision. J'ai aucun regret. Ça a fait mal, ça a été dur, mais j'ai aucun regret. Et ça t'a ouvert une nouvelle porte, hein, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, moi, je connais cette porte-là. Je ne connaissais pas toutes les autres d'avant, mais je connais bien la dernière porte que tu as ouverte ou que la vie t'a présentée, qui s'appelle Axelia. Alors, Oui. parle-nous un peu de cette aventure-là. Qu'est-ce que ça fait, Axelia, puis ta rencontre avec Christine?
Ben écoute, ma rencontre avec Christine, justement, est arrivée aux entretiens Jacques Cartier à Lyon. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois parce que je faisais un panel entrepreneurial. Puis elle était dans l'assistance par pur hasard. Elle devait même pas être là. Elle avait décidé de prendre le billet un petit peu à la dernière minute. Puis après le panel, elle est venue me voir, puis elle dit, écoute, elle dit, merci d'avoir parlé d'Ange Québec. Moi, elle dit, je suis investisseur chez Ange Québec. Je dis, ben nous, on est une entreprise en portefeuille, c'est pour ça que j'ai mentionné Ange Québec. Puis elle me dit, écoute, elle dit, on devrait prendre un verre ensemble, il me semble qu'on aurait plein d'idées à jaser. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, je veux bien, mais j'ai un train pour Paris ce soir, je ne pourrai pas, mais je dis, on se reprend à Montréal. Puis à Montréal, ça n'a juste pas donné. Un an plus tard, encore une fois, la chance fortuite, là, à l'Assemblée annuelle d'Ange Québec, on s'est revus et je venais tout juste de quitter Soul City. J'ai dit que j'avais des idées pour du capital de risque féminin. Christine, elle me dit, écoute, Annick, elle dit, ça fait longtemps que je veux partir un fonds. Elle dit, j'ai pas trouvé les bons partenaires, ça n'a pas marché dans le passé. Je dis, écoute, moi, j'ai des statistiques hallucinantes sur le manque de financement des femmes entrepreneurs. J'ai dit, écoute, je t'envoie ça la semaine prochaine, puis on jase. Puis ça a parti aussi simple que ça. On a juste décidé qu'il fallait que quelqu'un fasse ce fonds-là au Québec, puis que ces personnes-là allaient être Christine et Annick. Ah, c'est bien cool. Alors, donc, Axelia, c'est parti de cette fusion de deux femmes avec une même vision. Et vous avez donc littéralement pris d'assaut le projet de lever un fonds d'investissement. Aujourd'hui, c'est levé, c'est conclu. Et ça a l'air de quoi, Axelia, en termes de taille, là, pour que les gens comprennent, puis votre thèse d'investissement? Ben oui, absolument. Donc, Axelia Capital, c'est un fonds qui a clôturé en décembre 2021. C'est tout nouveau. On a clôturé 54 millions au Québec avec des investisseurs québécois seulement. Axelia, c'est un fonds qui investit dans les entreprises innovantes détenues ou dirigées par des femmes. All right. Donc, si vous êtes une femme à l'écoute, vous avez des projets innovants, donc quelque chose de nouveau qui va révolutionner un marché. Hein, des gens, des fois, viennent nous voir avec innovation en disant j'ai changé la couleur de la maison. Là. Non, ça, c'est pas une innovation. Mais une innovation, c'est quelque chose d'une façon différente de régler un problème majeur et qui est partagé par beaucoup de monde. Axelia est certainement un partenaire de choix là, pour ces femmes-là, en tout cas, qui sont à la recherche de financement. Dis-moi, on fait comment pour les contacter? On vous rencontre sur Internet? On vous rencontre sur LinkedIn? Oui, bien écoute, on a un site web, axelia.vc, avec un formulaire où on peut soumettre nos demandes. On a la chance d'avoir une équipe extraordinaire, là, puis je vais les mentionner au-delà de Christine Beaubien, ma cofondatrice. On a trois employés qui travaillent fort au succès d'Axelia. Donc, Julien Letarte, qui est notre VP investissement, Maude Carrier, notre directrice finance administration, et puis Julien Roy, notre analyste en investissement. Alors, c'est une belle équipe de 5. On participe tous aux décisions d'investissement, puis je peux dire que je suis très, très fière de cette équipe-là. Ça se passe bien. Je pense que ça va être une belle équipe performante. Avez-vous déjà fait des investissements que tu pourrais nous partager? Oui, avec plaisir. Donc, on en a fait 2. Le premier dans Orosanté, qui est une plateforme de médecine asynchrone en dermatologie et pour d'autres spécialités médicales, qui ont aussi un outil d'intelligence artificielle puissant là, pour détecter les maladies de peau les plus communes. Puis, on a investi également dans Sonomad, qui est une compagnie d'assurance en ligne, qui est basée à Brossard également. Puis on est en train d'en clôturer un 3e en ce moment dont je ne peux pas parler encore tant que ce n'est pas fait. Voilà. Ouais, bien, bravo quand même. Déjà 2 bons investissements en peu de temps, plus le setup du fonds, les premiers embauches et tout ça. J'ai passé par là, je suis passé par là, je sais ce que c'est. C'est tout un job de mettre ça en place. De l'extérieur, ça a toujours l'air facile de jouer aux investisseurs, là, mais quand tu es dans le shop en arrière, entre guillemets, là, tu sais à quel point il y a du travail dans chacun de ces investissements-là, et même juste dans le setup d'une compagnie de gestion de fonds d'investissement. Écoute, c'est ce qui est le plus surprenant, je pense, c'est à quel point c'est similaire à une start-up, ce qu'on fait, Serge. Je ne sais pas si tu es tellement. d'accord avec ce que je dis. Oh, oui, tellement. Fois 1000, fois 1000. Tu sais, je veux dire, il faut lever le capital, puis après ça, il faut bien le gérer. Il faut partager l'information comme il faut avec nos investisseurs puis avec nos LPs. Alors, tu sais, on a de la gestion d'employés aussi. C'est vraiment la même chose. Par contre, ce que je vois, c'est l'impact qu'on est capable d'avoir. C'est qu'une fois qu'on finance une entreprise qui est capable, elle, de faire le moteur d'accélération, un peu l'essence, super sans plomb qu'on lui donne, ben ça
ça a un impact quand même notable rapidement. Puis je pense que c'est ce qui me satisfait le plus. Ben, en tout cas, moi, je te dirais, chez AQC Capital, on a bien hâte de faire un deal avec vous autres, les filles. Puis on est à la recherche de cette prochaine opportunité où on pourrait investir ensemble. Nous, on est à 80 millions à peu près. Là. On est à 80 millions. On a déjà, ça fait 2 ans dans notre cas, par contre, et on a déjà 14 investissements de fait. Alors, je Bravo. peux comprendre à quel point c'est de la job. On est submergé de travail. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je te félicite, Annick, pour ton parcours et pour ton investissement tu sais, les gens pensent que le capital de risque, on est là pour le capital, mais en fait, presque tout le monde que je connais en capital de risque sont d'abord là pour la raison que tu viens de dénoncer, qu'on veut participer à construire des entreprises championnes, on veut édifier le Québec de demain. Et en ça, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui travaillent très fort tous les jours dans cette vision-là. Ben, je te renvoie le compliment, Serge. Bravo à toi aussi pour ce que vous avez bâti chez Ange Québec, mais aussi chez AQC. Je pense que vous êtes un pilier important de l'entrepreneuriat québécois. Je vous en félicite. Moi, je suis passée par là aussi. Alors, je peux dire que ça a été une très, très belle école d'entrepreneuriat pour moi. Puis, comme tu le dis, j'ai juste hâte qu'on fasse notre premier deal ensemble. Ça va être bien cool. Alors, écoute, merci 1000 fois, Annick. J'ai lancé l'invitation à ta partner, Christine, de venir nous voir aussi. Elle aussi, elle a une Absolument, belle histoire entrepreneuriale. Alors, on tout pourra à fait. découvrir son histoire en détail. Et si vous, à la maison, en voiture, à vélo, sur votre vélo stationnaire ou sur votre tapis roulant en train de jogger, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous avez aimé ce que vous avez vu, s'il vous plaît, partagez sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on se fait connaître chez Alias. Donc, partagez, faites un like et surtout commentez. C'est les commentaires, je pense, qui sont les plus pesants dans les algorithmes de reconnaissance. Et tout ça, ben, ça crée de la visibilité. Et du coup, la visibilité attire de l'auditoire. Et l'auditoire, ben, comme Annick l'a parlé tantôt, on peut le vendre à des commanditaires. Donc, on ne vend pas votre adresse, on vend le fait que vous consommez nos contenus. Alors, consommez nos contenus, commentez nos contenus, partagez-les. C'est la bonne façon pour vous de contribuer à ce qu'on fait ensemble chez Alias. C'est créer des entrepreneurs qui vont avoir des belles business, qui vont grandir, qui vont faire croître leur business et du coup avoir un impact sur l'économie globale de notre chère province. Alors, mon nom est Serge Beauchemin. Je vous remercie d'avoir été là et rejoignez-nous à la prochaine discussion pour entrepreneurs. Merci beaucoup, Annick Charbonneau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Serge. Au plaisir. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye.